Hey, yo, me revoilà avec une petite histoire bien flippante et surtout vraie, du moins en croire tout ce qui a pu être écrit là-dessus. On passe à l'histoire générique. Mets-toi dans une zone éloignée des gens, dans le calme, dans le noir total, un casque, des écouteurs, ce que tu trouves qui te plonge à fond dans l'univers. Concentre-toi sur l'histoire et essaie de la vivre avec moi. Tu connais sans doute le film L'Exorciste, qui est sorti en 1973 si je dis pas de conneries. Un film culte dans le milieu des films d'horreur, c'est sûrement un des premiers films d'horreur que t'as vu. Pour ma part, ça doit être le premier film d'horreur que j'ai dû voir. Je suis pas certain à 100%, tu sais, à 30 ans, la mémoire elle commence déjà un peu à... Mais il me semble que c'était celui-là. Mais est-ce que tu sais, cette histoire est tirée d'une histoire vraie, des choses écrites, racontées par des gens, des témoignages qui sont censés normalement prouver que cette histoire est vraie. Tout commence en 1949, donc c'est pas très vieux, c'est relativement récent. William Peter Blatty était étudiant et il tombe par hasard sur un article de presse dans le journal Washington Post. Cet article avait été écrit par l'église catholique et cette histoire, ça l'a intrigué. Parenthèse, avant de te lancer à fond dans l'histoire, si c'est pas déjà le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo et à regarder toutes les autres vidéos que j'ai déjà tournées d'Urbex, de lieux abandonnés, de châteaux et tout ça. Dans la description, tu trouveras aussi un lien vers un compte PayPal pour faire des dons pour la chaîne, pour financer les vidéos si t'en as envie. On reprend l'histoire maintenant. Donc William voit un article qui parle de Roland Doe, un petit enfant âgé de 14 ans à l'époque qui a vécu une drôle d'histoire où il y a question d'esprit démoniaque, de possession, donc ça l'intéresse. Après avoir lu plusieurs choses dessus, c'est journaliste donc de petite renommée et il a voulu écrire un livre sur cette histoire qui l'avait passionné. Il avait trouvé ça hyper intriguant et il avait vraiment envie d'en parler. Quand même savoir que son livre est sorti en 1971, donc 2 ans avant la sortie du film, et qui vend quand même 13 millions de livres juste aux États-Unis. Donc c'est énorme à l'époque, 13 millions de livres. Et donc le roman qu'il avait écrit a passionné des gens, c'est été retranscrit en film. Et en 1991, Thomas B. Allen a adoré le roman de William. Et lui, il est écrivain depuis longtemps, il a envie de réécrire cette histoire, mais de reprendre tout depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, il va aller chercher loin. Il va vraiment aller chercher tous les documents et toutes les informations possibles auprès des gens ayant vécu ce phénomène pour pouvoir faire un livre qui racontera l'histoire au complet de ce jeune garçon possédé. Alors dans son livre, il va rebaptiser le nom du jeune homme parce qu'il veut pas utiliser le nom existant de la personne, donc il l'appelle Robbie. Une grande partie de son livre a été écrite avec la présence, enfin du moins le témoignage du prêtre qui a assisté à tout ça. On rentre dans l'histoire parce que ça fait très long comme intro. En 1948, Robbie est âgé de 13 ans, fils unique d'une famille ouvrière sans problème. Il était décrit par sa famille et par ses amis comme un petit garçon très calme, assez réservé, un peu timide, qui travaillait très bien à l'école, mais qui faisait pas parler de lui. C'était pas un gamin très populaire à l'école, il était dans son coin, il faisait sa vie. Donc Robbie vivait avec ses parents et avec sa grand-mère dans une petite maison dans le Maryland, à Montrénier plus exactement. Ça doit pas se dire comme ça parce que vu que c'est pas en France. Et il était très proche de sa tante, Harriet, qui vivait à Saint-Louis, donc c'était pas à côté, mais elle leur rendait visite régulièrement, donc il était très proche de cette tante-là. Harriet était passionnée de spiritisme, elle se disait médium, et elle faisait régulièrement des séances donc de spiritisme où elle utilisait une planche de Ouija, et ça fascinait Robbie, il adorait la voir utiliser cette planche pour des séances. Voilà, on est tous pareils quand on est gamin, les histoires d'esprits, de fantômes, ça passionne. Et durant un été, il demande à sa tante si elle veut bien lui apprendre à se servir de la planche de Ouija parce que ça l'intéresse de plus en plus. Et donc du coup, Robbie apprenait à se servir d'une planche de Ouija, plus ou moins bien, il a 13 ans et c'est pas non plus... Malheureusement, peu de temps après avoir appris à utiliser cette planche de Ouija, sa tante Harriet décède d'une grave maladie. C'est un drame dans toute la famille. Le petit Robbie était tellement attaché à elle que c'était très dur pour lui, il était très triste et toute sa famille aussi. Ça a été une période très dure dans sa vie. Du coup, dans ce qui peut sembler logique à la suite de ces événements, forcément comme tout le monde, bah t'es pas bien et le petit Robbie, tout le monde voit qu'il est pas à l'aise, il s'isole énormément, il change beaucoup, il passe des journées entières dans sa chambre seul, sans sortir. Ça inquiétait personne parce que c'est logique en même temps, voilà, il vient de perdre quelqu'un qui naît beaucoup, donc il est pas au meilleur de sa forme et
Et voilà, il est dans une période où ça va pas. Il se serait probablement aussi isolé dans sa chambre souvent pour essayer de communiquer avec sa tante au travers de la planche Ouija dont il avait hérité. Mais quelques temps plus tard, il commence à y avoir des manifestations étranges au sein de la maison. Des bruits qui semblaient résonner dans les murs comme des sortes de grattements un petit peu, des bruits assez sourds mais distincts, et ils les entendaient, ils ont trouvé ça un peu bizarre. Alors tout de suite, ils pensent que la maison est remplie de rongeurs, de rats ou de souris, donc ils appellent une société de dératisation pour qu'ils viennent se débarrasser des rongeurs qui sont sûrement cachés dans les murs de la maison. Ils inspectent toute la maison pour chasser les rats ou les souris ou n'importe quel autre rongeur qui a infesté cette propriété, et ils se rendent compte qu'en fait, il n'y a pas de rats, il n'y a pas de souris, il n'y a rien. Les bruits ne viennent pas de ça. Il n'y a pas de rongeurs dans la maison. Donc du coup, ils commencent à s'inquiéter un peu. Et au fil du temps, où ces bruits persistent, toute la maison semble entrer dans une sorte de folie. Il y a de plus en plus de bruits étranges. Ils savent toujours pas d'où ça vient. Ils commencent à entendre des bruits sourds dans des pièces qui sont vides, là où il n'y a rien. Donc rien ne peut tomber. Et des objets commencent à se déplacer tout seuls. Donc là, maintenant, c'est plus une question de rats. Et là, ça commence à inquiéter toute la famille. Ils disent même que des lustres bougeaient tout seuls. Et ce qui faisait le plus peur, un tableau du Christ qui était accroché au mur et qui arrêtait pas de cogner contre le mur. Mais tout de suite, la première chose qui leur vient en tête, tante Harriet vient de décéder il y a peu de temps. Est-ce qu'elle essaierait pas de communiquer avec nous? Est-ce que son esprit serait pas ici? Sauf que toutes les manifestations qui se produisaient dans la maison étaient de plus en plus violentes et c'était malsain, et ils sentaient très bien que c'était pas quelqu'un de gentil qui était là. Ils avaient l'impression que c'était quelque chose qui leur voulait du mal. Connaissant tante Harriet, si elle était revenue pour communiquer avec eux, elle serait pas dans un mode « je viens vous agresser ». Et là, c'était violent en fait, dans l'objectif de faire peur ou de faire mal. Plus le temps passait, plus les bruits étaient intenses, plus les manifestations étaient présentes, et plus ça leur faisait peur. Ça s'apaisait pas, ça s'empirait de plus en plus en fait. Chaque nuit était pire que la précédente. Et ils se sont rendus compte que l'endroit dans la maison où il y avait plus de bruit, ou de phénomènes paranormaux, de bruits bizarres, ou de choses qui bougent, c'était dans la chambre de Robbie. C'est à cet endroit-là où les manifestations étaient plus intenses, plus violentes et plus régulières. Lorsque le petit Robbie allait au lit, il se couchait dans son lit et il se mettait à trembler dans tous les sens. Pas Robbie, hein, le lit. Le lit se mettait à trembler dans tous les sens. Les objets autour de lui volaient contre les murs et ça se propageait dans toute la maison. Les objets volaient de partout dans la maison, les meubles tapaient contre les murs. C'était vraiment digne d'un film. C'est le cas de le dire. Ils expliquent qu'ils avaient l'impression que les meubles étaient vivants en fait, comme si la maison vivait et que chaque meuble avait sa petite vie et avait envie de bouger. Vu que c'était toutes les nuits et vu que c'était régulier et que de toute façon c'était présent, je vais pas dire qu'ils s'étaient habitués, mais ça faisait partie de leur vie quoi, c'était là. Et un jour, il y a un ami donc du père de Robbie qui vient leur rendre visite et ils étaient sûrement en train de boire un café ou une verveine, en fait on s'en fout de ce qu'ils buvaient, mais ils étaient dans le salon et là cet ami, il a vu Robbie éjecté de sa chaise par une force surnaturelle qui n'existait pas. Il s'est vu projeter de sa chaise contre le mur comme ça. Ça fait partie des gens qui ont assisté à ce genre de phénomène et qui ont réussi à témoigner pour l'écriture du livre. La journée, ça allait encore. C'était pas... Mais arrivé le soir, comme d'habitude, le jeune Robbie reprenait un comportement hyper étrange. Au moment des manifestations, il se retrouvait avec des bleus sur lui, des marques qui apparaissaient, il savait pas comment. Et là, ça commençait à devenir très grave parce que c'était plus juste des meubles qui bougeaient, il y avait une attaque physique. Il y avait des lésions, il y avait des traces sur le corps du petit garçon. Mais là, par contre, ça touchait leur fils. Et c'était grave. Donc ses parents, ils étaient terrifiés. Ils avaient peur pour lui, pour sa santé. Donc il s'en alla voir un pasteur. Et ce pasteur établit un rapport sur l'état du petit garçon. Et ce rapport a été relayé sur l'Evening Star, donc sur le journal de Washington. Ce qui l'amena donc à rencontrer plusieurs médecins et plusieurs psychiatres, des spécialistes de la santé pour essayer de trouver d'où provenaient ces marques sur le corps. Sans parler des meubles qui bougent chez eux, ils voulaient d'abord savoir pourquoi leur fils se retrouvait avec des bleus, des traces, comme des coups sur le corps. C'était ça surtout le sujet principal pour l'instant, c'était de comprendre à quel moment il avait pu subir ça, comment c'était arrivé. Malheureusement, les médecins et les spécialistes qui se sont penchés sur le sujet à ce moment-là n'ont rien trouvé. Il n'y avait rien d'explicable à propos des marques sur son corps. Ils n'ont pas trouvé d'anomalie. Niveau médecine et psychologie, ils n'ont rien trouvé. Ça n'a pas avancé.
Ils ont raconté aux prêtres ce qui se passait chez eux, ils ont raconté toute l'histoire en général, les objets qui bougent, les meubles qui se déplacent, et voilà, ils ont tout expliqué aux prêtres, et les bleus qui apparaissaient tout seuls. Donc le prêtre a quand même des doutes sur l'histoire de ses parents, et il veut être sûr que l'enfant n'est pas en danger, il veut être sûr que tout ce qu'il raconte est bien réel, donc il demande aux parents s'il peut prendre le petit garçon pendant une nuit, voir ce qui se passe réellement, voir s'il y a encore des bleus qui apparaissent, alors qu'il est tout seul. Peu de temps après avoir gardé le petit Robbie chez lui, il entretenait des liens très proches avec le docteur Rain, qui est un spécialiste en parapsychologie, et lui a envoyé une lettre. Cette lettre disait: la nuit du 17 février au 18 février, j'ai pris l'enfant avec moi pour la nuit, pour constater par moi-même les phénomènes en question. L'enfant s'est endormi dans un fauteuil qui, peu de temps après, s'est mis à vibrer. Le matelas fut jeté à terre et glissa sous le lit. Après avoir passé cette nuit aux côtés du petit Robbie, une nuit relativement forte en émotions, le prêtre était persuadé qu'il s'agissait d'une entité, d'une présence démoniaque qui avait pris possession du corps du petit garçon. Il décide alors de pratiquer un exorcisme en suivant les rites de l'église anglicane. Et malheureusement, cet exorcisme mena à rien du tout. Le petit Robbie repart chez lui, recommence sa vie avec ses parents, et les phénomènes paranormaux, les objets qui bougent, les contusions, les bleus, ça continue. Et chaque nuit est pire que celle de la veille. Le pasteur conseillait alors aux parents de se tourner vers l'église catholique, qui est différente de la leur, et il les met alors en contact avec le père Hugues, qu'il connaît plutôt bien. Donc en février 49, le petit Robbie et ses parents partent pour l'église de Saint-James où ils avaient rendez-vous avec le père Hugues. Et au moment où ils entrent dans le bureau, le père Hugues remarqua tout de suite que le petit Robbie avait un regard sombre et vide, qui était différent de quelqu'un de normal entre guillemets. Et il voit surtout que le petit Robbie, il arrête pas de regarder les livres de prière qui sont posés sur le bureau comme s'il en avait peur. Il les regarde d'une façon étrange. Et ça fait tilt tout de suite chez lui, parce qu'il sait très bien que s'il y a possession démoniaque, un des premiers trucs qui va gêner le démon à l'intérieur du corps de la personne, c'est tous les objets sacrés. Et à ce moment-là, la chaise du prêtre se souleva avec le prêtre dessus, et elle fonce dans le mur qui était juste derrière. Donc le père Hugues, qui a eu un petit coup de flip quand même, il est sûr de lui, il est persuadé qu'il y a un démon qui a pris possession du corps du... Donc pour lui, il va falloir qu'il fasse une approche différente de si c'était quelqu'un qui avait un problème psychologique, d'une attitude très calme. Il s'approche du petit Robbie et il lui dit en latin « Comment t'appelles-tu » Et très calmement, le petit Robbie regarde le prêtre et il lui répond « Je suis Légion ». Le père Hugues était un jeune prêtre, il était là depuis peu de temps, il avait aucune réelle expérience avec l'exorcisme, il connaissait mais il en avait jamais fait, c'était d'ailleurs la première fois qu'il voyait un cas comme ça. Pour lui, ça semblait logique d'emmener Robbie dans un hôpital situé à Washington et dirigé par 2 frères jésuites. Il avait besoin d'être avec quelqu'un plus expérimenté pour l'assister au cas où. Donc arrivé sur place, le petit Robbie se montre hyper violent, menaçant, il hurlait, il crachait sur les gens. Du coup les infirmières n'avaient même pas à le tenir, ils ont été obligés de l'attacher pour pouvoir le contrôler, donc il était vraiment dans un état comme il n'avait jamais été auparavant. Et le père Hugues décide de réciter des prières tous les soirs pendant 3 jours, enfin du moins pendant 3 nuits consécutives. Et rien. Il s'est absolument rien passé, il n'y a eu aucun résultat sur le petit Robbie qui devenait de plus en plus agressif à chaque nuit et de plus en plus violent. Il insultait le prêtre, il lui crachait dessus, il tenait des propos vraiment durs à entendre pour un prêtre, pour n'importe qui d'autre d'ailleurs, et il essayait toujours de défaire les liens qui le retenaient au lit. Il voulait absolument se détacher. Et un soir, à force de tirer sur ses lanières, il arrive à en enlever une. Et dans une rapidité extrême, il arrive à glisser la main sous son lit, il arrache un ressort du matelas et il essaie de planter le prêtre avec. Et il le touche au bras. Il arrive quand même à l'entailler du poignet jusqu'à l'intérieur du coude. Donc une assez grande coupure, une blessure quand même relativement importante. Le prêtre a été recousu avec plusieurs points et il a même été obligé d'arrêter la séance d'exorcisme. Il n'a pas pu continuer à cause de son état de santé et parce que ça menait à rien et ça devenait dangereux. Donc il l'a renvoyé chez lui avec ses parents. Ses parents qui vivaient dans une peur constante pour la santé de leur fils, pour leur propre santé parce qu'il commençait à devenir vraiment violent. Et il avait toujours une voix bizarre. Ils expliquent que sa voix était pas la sienne. Et une nuit, sa mère entend encore Robbie crier, il y a encore des objets qui bougent dans sa chambre, il y a encore tout qui se déplace, donc du coup elle est avec lui. Et là elle croit voir sur son torse une écriture avec des lésions où il est marqué dessus Saint-Louis. Elle va interpréter ça comme un message. Elle se dit que c'est peut-être son fils qui est à l'intérieur du corps et qui essaie de communiquer avec eux, avec son mari. Ils partent à Saint-Louis, ils font des bagages et ils se cassent. De toute façon il n'y a plus grand chose à perdre, autant suivre l'instinct jusqu'au bout.
un des deux parents avait ses parents qui vivaient à Saint-Louis, donc ils partent s'installer chez eux, en expliquant qu'ils déménagent dans l'espoir de trouver un médecin ou de trouver la personne qui arrivera à soigner leur fils. Ils rencontrent des spécialistes, ils observent encore le petit Robbie, comme ça a déjà été fait auparavant, et c'est le même résultat qu'ailleurs, ils trouvent rien, c'est pas des machines défaillantes ailleurs, c'est pas des médecins pas compétents, c'est juste que le petit garçon n'a rien, il ne trouve pas d'anomalie sur cet enfant, il n'a pas de maladie, il n'a pas de problème psychologique, il ne trouve rien. Et comme au début de l'histoire, les médecins classent cette affaire de paranormal, ils leur conseillent tout simplement par contre de se retourner vers l'église. Pour eux, c'est la seule solution. Et pendant ce temps-là, il y a un cousin de Robbie qui est à l'université, et il a un prof, Raymond Bishop, qui est révérend, et du coup, ce cousin parle à son prof de l'histoire de Robbie en lui expliquant ce qui se passe. Et le révérend lui conseille d'aller voir le père William Bodern. C'est le doyen du diocèse de Saint-Louis. C'est un homme qui est réputé pour être intelligent, très peu influençable, attentif, et il a travaillé au sein de l'armée américaine. Donc c'est quelqu'un en qui on peut avoir totalement confiance. Parce qu'à Saint-Louis, il a une très grande renommée. Après avoir contacté le père William, il va venir rendre visite à Robbie plusieurs fois. Il va se rendre compte que comme la dernière fois avec l'ancien prêtre, Robbie déteste les objets sacrés, Robbie est agressif en sa présence. Pour lui, il est encore habité par un démon. Il va falloir passer une séance d'exorcisme. Mais vu que père William connaît déjà le passé de Robbie, et il sait comment s'est déroulé l'exorcisme avec l'ancien prêtre, il veut tenter une approche différente, essayer d'entrer en contact avec le démon ou avec l'entité d'une autre manière pour pas la brusquer, et il veut pas que ça dégénère. Et il veut surtout préserver la santé du petit Robbie. Avant tout. Donc il fait une demande à l'évêque pour pratiquer une séance d'exorcisme. L'évêque valide la séance. Par contre, il lui demande, au vu du passé de ce petit Robbie, ce qu'il y a eu la dernière fois avec le prêtre, il va falloir tenir un journal détaillé de l'événement, que tout soit notifié. Alors père William, il avait beau être reconnu dans son domaine, il avait beau être quelqu'un d'expérience, il doutait quand même un peu sur ses capacités à pouvoir faire cette séance d'exorcisme, donc il a quand même demandé de l'aide à d'autres prêtres qu'il connaissait. Donc il appelle plusieurs prêtres, dont le père William, avec qui il est très proche. Dès l'arrivée des membres du clergé dans la chambre de Robbie, ils expliquent, grâce à la présence des parents qui ont vécu l'histoire depuis le début, que le petit Robbie, il est dans un état de violence et de haine comme il a jamais été auparavant. C'est d'une violence extrême, c'est encore pire que les autres fois. Il les insulte, il leur crache dessus, il leur demande de sortir de la chambre. Ils expliquent que c'était tellement insupportable à entendre ces insultes que des fois ils étaient obligés de lui mettre un oreiller sur la tête pour plus l'entendre crier, tellement il hurlait. Mais il voulait pas abandonner, il voulait tout essayer pour guérir entre guillemets le petit Robbie. Alors tous les soirs, pendant 3 semaines, il récite les prières d'exorcisme auprès du petit Robbie. Dans la plupart du temps, ils étaient obligés de l'attacher fermement parce que c'était très violent. Il arrivait à donner des coups d'une puissance extrême, des coups qui sont pas censés être possibles de la part d'un enfant de 13 ans. Ils expliquent que sa force était décuplée et qu'il aurait jamais pu, du haut de ses 13 ans et de sa carrure, donner des coups de cette force-là. Lors d'une séance d'exorcisme, il y a même un des prêtres qui s'est fait casser le nez par le petit Robbie parce qu'il a pris un coup. Mais les séances ne donnait absolument aucun résultat. C'était insupportable à la fin pour les prêtres au bout de 3 semaines de rester à ses côtés parce qu'il n'y avait aucune avancée. Au contraire, c'était toujours de plus en plus violent. Et donc après avoir passé 3 semaines où ils sont fatigués et qui voient pas d'avancée, ils décident de retransférer encore le jeune garçon. Donc les prêtres décident de l'interner à Saint-Alexius, dans un hôpital géré par d'anciens moines catholiques. C'était presque la dernière solution. Ils l'ont alors installé dans une chambre qui ressemblait énormément à une chambre d'hôpital psychiatrique, avec des fenêtres scellées, une porte qui s'ouvre uniquement par l'extérieur. Tous les objets de la pièce étaient entièrement vérifié pour être sûr qu'il n'y avait aucun objet qui pouvait servir d'arme en fait. Et au moins dans cette pièce, les autres patients des hôpitaux ou les gens qui passaient autour des chambres ne l'entendraient pas crier ici parce que c'était devenu insupportable pour les gens autour d'entendre un enfant crier comme ça sans savoir pour quelle raison exactement. Là au moins on était dans une chambre spécialisée, personne n'entendrait crier et ils pourraient travailler leur exorcisme dans le plus grand calme et en sécurité. Les jours passaient, ils enchaînaient toutes les nuits des séances d'exorcisme sans aboutir à quelque chose. C'était de plus en plus violent à chaque fois. Il faut savoir que la journée ils étaient occupés, tous ces prêtres avaient des missions à accomplir, des choses à faire, et le soir ils venaient s'occuper du petit et ils étaient à bout de force, ils en pouvaient plus. Ils sont arrivés à un moment où ils se sont dit tout ce qu'on fait ça sert à rien, va falloir trouver une autre solution parce que là on a beau avoir
une chambre spécialisée. Le petit Robbie, il est toujours dans le même état. Nous, on est à bout de force. Son état de santé fait peur. Il a de plus en plus de marques sur lui. Donc, ils se sont dit peut-être qu'on allait renforcer l'esprit du petit Robbie en essayant de le baptiser. Ce qui aurait pour effet en fait d'accentuer le sacrement, pour accentuer l'exorcisme. Et ils espèrent que le petit Robbie, une fois reconverti au catholicisme, il serait plus fort pour combattre le démon. Au moment d'essayer de le baptiser, ils l'ont, un petit peu énervé. Le petit Robbie s'est mis dans un état de colère immense. Ils n'arrivaient même pas à le toucher pour lui faire manger l'hostie qui le baptiserait réellement. C'était devenu très compliqué. Ils ont fait preuve d'une grande patience et ils ont quand même réussi à le baptiser, à lui faire manger l'hostie et à faire de lui un catholique. Sauf que l'effet voulu, c'était de renforcer le petit Robbie. Et au final, ça a eu complètement l'effet inverse. C'est les démons en lui qui sont renforcés et qui ont utilisé ce baptême pour devenir encore plus fort. Et quelques jours plus tard, après être baptisé, il avait atteint le maximum. Et il pensait même que c'était la fin de sa vie à ce pauvre garçon. Ils étaient vraiment dans l'optique où là, les démons allaient prendre le dessus sur lui et ils allaient le tuer. Et à ce moment-là, le petit Robbie, depuis des semaines, avait pas utilisé sa voix normale. Et là, il se calme d'un coup. Et d'une voix claire et ferme, il dit « Satan, Satan, je suis Saint Michel, et je vous ordonne, Satan et les autres esprits mauvais, de quitter ce corps maintenant. » Et d'après les récits du père qui était présent sur place, au moment où Robbie prononça cette phrase, le mot mal, le mot enfer et plein d'autres marques apparaissent sur le corps de Robbie. Pour eux, ce fut carrément l'intervention de l'archange Saint-Michel qui libéra le corps de Robbie des démons. Et après cette phrase, il semblait normal. Il a semblé apaisé. Ils l'ont détaché. Ils ont parlé avec lui. Sa voix était redevenue normale. Il était libéré de ce qui semblait être un démon. Il le garde un petit peu en observation. Il voit que Robbie est redevenu un enfant de 13 ans, tout ce qu'il y a de plus normal. Il renvoie Robbie et sa famille chez eux. Et leur vie redevient comme avant. Ils savent pas réellement ce qui a créé l'intervention de Saint-Michel, si c'est les séances d'exorcisme qu'ils ont créées, qui a poussé en fait cette espèce d'intervention divine, mais tout va pour le mieux. Aux dernières nouvelles de ce que j'ai pu trouver sur internet en fouillant un peu partout, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais le petit garçon Robbie a grandi, il a fait sa vie normalement, il s'est marié, il a eu des enfants et il est devenu grand-père. Je sais pas s'il est encore en vie au jour d'aujourd'hui. Tout ce passage de sa vie où il était possédé, il en a aucun souvenir. Il a rien, il se rappelle absolument pas de ça. Un classique pour ce genre de choses apparemment. Les prêtres ont dit que c'était normal. Lorsque nous sommes possédés, on s'en rappelle pas du tout. C'est pas nous qui vivons l'instant T en fait. Donc le père qui a vécu toute cette histoire affirmera à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'un démon qui avait pris possession du corps du petit Robbie. Tous les prêtres qui étaient présents avec lui ont dit la même chose. Tous les médecins, les psychiatres, tous ceux qui ont travaillé sur le cas du petit Robbie, qui s'appelait pas réellement Robbie car c'était le nom utilisé pour le roman, ont tous dit que le petit garçon avait aucun problème mental ou physique, de santé, il n'y avait rien. Donc on arrive sur une histoire quand même relativement mystérieuse qui a poussé des gens à écrire des livres et à créer des films. Tout a été tiré de la vie de Roland Doe. Comme d'habitude, je suis pas là pour juger l'histoire, je peux pas vous dire si c'est vrai, si c'est faux. Je vous laisse débattre en commentaire en essayant d'être constructif sur le sujet. Vous pouvez faire des recherches et donner votre avis. En tout cas, vu le temps qu'il a fait aujourd'hui lors du tournage de La Flotte, je pense que si tu as regardé ça à peu près à la même période, il y a de fortes chances que tu sois sous ta couette et que tu profites pleinement de cette vidéo au chaud. Comme j'ai déjà annoncé sur les lives, l'Urbex, ça reprend ce week-end, je pars en tournage ce week-end. Donc vous comptez le temps de montage et tout ça, la semaine prochaine il devrait y avoir une vidéo d'Urbex qui devrait être, si tout se passe bien, génial. Mais vraiment c'est un lieu, personne n'a mis les pieds dedans. Je veux pas vous spoiler le lieu parce que si je vous dis déjà un tout petit truc, vous allez comprendre quelle va être la thématique de la vidéo. Sachez une chose, il y aura plus de vidéos live gaming sur cette chaîne YouTube. La deuxième chaîne secondaire qui va ouvrir d'ici peu de temps, elle est déjà ouverte plus ou moins, mais elle n'est pas terminée au niveau du design entre guillemets. Elle sera exclusivement réservée au gaming online, c'est-à-dire que des fois je pourrais balancer n'importe quand, 2-3 fois par semaine, des petits lives sur la console, sur des jeux vidéo d'horreur, sur des jeux type Apex, parce que c'est mon jeu du moment, c'est Apex, donc j'y joue pas mal. Je pourrais balancer des lives Apex, des lives GTA, putain de merde, il est tard. Ouais, il est tard.
des lives sur GTA, des lives sur des jeux en PSVR, ça devrait être vraiment énorme. Tu sais, des jeux style Resident Evil, tout le monde l'a déjà vu, plus ou moins. Ça devrait être pas mal, j'ai plein de jeux VR qui pourraient être cool, je pourrais monter ça dans le studio. Plein de trucs à faire. Donc si t'aimes bien le gaming, si t'as envie de me suivre, tu pourras aller checker sur la chaîne YouTube Secondaire et t'abonner. Je te balance le nom tout de suite. Ça s'appelle Fear Gaming Online. Je sais pas si elle est déjà, si on peut déjà la trouver. Si jamais vous la trouvez, n'hésitez pas à aller vous abonner. Il y aura des vidéos bientôt dessus quand la chaîne sera terminée. D'ici une semaine ou deux à peu près, je pense. Abonne-toi, laisse un pouce bleu. Et à bientôt.